Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre chapitre recherche du plus court chemin et nous allons présenter dans cette vidéo une deuxième partie de ce chapitre dans laquelle nous allons traiter d'autres solutions algorithmiques qui nous permettent de trouver le plus court chemin. Alors pour la recherche du plus court chemin, lorsque toutes les évaluations sont positives, nous avons déjà présenté l'algorithme de Dijkstra-Moore et nous avons même illustré cet algorithme sur cet exemple. Et nous avons dit que l'algorithme de Dijkstra-Moore est fonctionnel, il nous rassure au niveau de la recherche de plus court chemin d'un sommet à tous les autres sommets. Lorsque nous avons un graphe où nous avons une origine unique et nous avons des évaluations où toutes les évaluations sont bien positives. Ceci nous a permis de trouver le plus court chemin dans ce graphe lorsque nous avons présenté l'algorithme de plus court chemin en utilisant donc à chaque fois, nous avons réussi à suivre le marquage, le prédécesseur du sommet et le plus court chemin. Par la suite, nous avons même la possibilité de formuler l'idée de Dijkstra-Moore sous forme d'une solution algorithmique comme celle-là. Aujourd'hui, nous allons discuter d'autres cas. Le cas où nous avons des évaluations positives et négatives et le cas où nous avons des graphes sans circuit. Nous allons aussi discuter le cas où nous avons un circuit négatif. Alors, l'utilité de présenter un algorithme qui nous permet de chercher le plus court chemin dans un graphe lorsque nous avons des évaluations positives et négatives. Nous avons l'algorithme de Bellman-Ford que nous allons le présenter aujourd'hui, qui a été donc présenté entre 1958 et 1962. Et cette solution algorithmique nous a permis de trouver le plus court chemin dans un graphe à origine unique lorsque les évaluations sont positives et négatives, mais dans le cadre où nous avons un circuit positif et non pas un circuit négatif. L'utilisation de ce genre d'algorithme, nous allons prendre un exemple. Il est possible d'utiliser l'algorithme de recherche plus court chemin. Si nous avons par exemple un projet, nous pouvons schématiser les actions qu'on pourrait faire pour réaliser le projet sous forme d'arc dont l'évaluation sont négatives. Et un ensemble d'actions pourrait donc nous permettre de réaliser le projet Pi1. Le graphe G1, chaque chemin dans ce graphe représente un ensemble d'actions qu'on pourrait effectuer pour réaliser le projet. Et chaque action va soit nous coûter quelque chose, soit nous assurer un gain. Les coûts sont modélisés par des arcs positifs, les actions. Donc les arcs négatifs sont les coûts et les arcs positifs sont les bénéfices qu'on pourrait réaliser suite à cette action. Et si nous allons dire que le fait de réaliser un ensemble d'actions qui nous permettent de passer de A à F nous permet de réaliser le projet, ceci veut dire que pour maximiser le profit, il suffit de trouver, attention, le plus long chemin et non pas le plus court chemin entre A et F. Et pour ce faire, comment nous pouvons trouver le plus long chemin entre A et F? Rappelez-vous que nous avons dit que le plus long chemin est un problème équivalent au plus court chemin en effectuant l'opération de multiplier les évaluations par -1 de tous les arcs de notre graphe. Nous allons obtenir G', un graphe, dans ce cas qui va nous permettre de modéliser les coûts par d'évaluation positive et les gains par d'évaluation négative en multipliant toutes les évaluations par -1. Donc au lieu de -3, je vais avoir ici +3. Au lieu de -2, je vais avoir +2. Au lieu de -1, je vais avoir +1. Au lieu de 1, je vais avoir -1 dans le graphe G'. Au lieu de
moins 5, je vais avoir plus 5. Au lieu de moins 3, je vais avoir plus 3. Au lieu de moins 5, je vais avoir plus 5. Au lieu de moins 15, nous allons obtenir plus 15. Au lieu de 2, je vais avoir moins 2. Donc ici, c'est moins 2. Au lieu de 6, je vais avoir plus 6. De moins 6, je vais avoir plus 6. De moins 2, en multipliant par moins 1 l'évaluation, je vais avoir plus 2. Au lieu de moins 1, je vais obtenir la valuation de plus 1. Et ceci est le graphe G'1 en prenant toutes les évaluations de G1, les multiplier par moins 1, nous allons trouver un autre graphe. Et la recherche de plus court chemin de G'1 est équivalente à la recherche de plus long chemin de G1. Donc, puisque nous avons ici l'équivalence entre ces deux problèmes, il suffit d'appliquer un algorithme de recherche de plus court chemin sur ce graphe G'1. Ça va nous permettre de trouver quel est l'ensemble d'actions qu'on pourrait effectuer pour maximiser le profit du projet Pi1. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'appliquer l'algorithme de Dijkstra-Moore car nous avons dit que l'algorithme de Dijkstra-Moore n'est pas fonctionnel lorsque nous avons des évaluations à la fois positives et négatives. Et c'est pour ça que nous allons étudier l'algorithme de Bellman-Ford en partant du fait que l'algorithme de Dijkstra-Moore n'est pas efficace dans ce genre de scénario, ce genre de modélisation. Et l'existence de l'algorithme de Bellman-Ford nous permet de trouver le plus court chemin. Mais attention, là j'insiste sur le fait que même l'algorithme de Bellman-Ford ne va pas nous permettre d'assurer la recherche de plus court chemin. Si par exemple ici nous avons un circuit dont le total de valuation est 1. Si je change au niveau des évaluations et je change la valeur de 3 par la valeur de 1, je vais créer un circuit de valuation moins 2 plus 1 qui est de moins 1. Et si je prends ici le PCC de D et de X, lorsque je vais passer de D à E, je vais faire X moins 2. Et lorsque je vais revenir vers D, je vais faire moins 1. Donc ceci va faire X moins 1 comme nouveau PCC, nouvelle valeur du PCC de D. Si je vais faire un autre va-et-vient entre D et E, je vais faire encore une fois moins 1. Si je vais faire D, E, D, ça va faire encore une fois moins 1. Et si je vais faire les mises à jour du PCC plusieurs fois, ceci va faire de sorte que la valeur du PCC de D va tendre finalement vers moins l'infini. Et bien sûr, tous les successeurs de ce sommet, ils vont avoir un plus court chemin qui est équivalent à moins l'infini. Le fait que nous avons ici un circuit dont le total de valuation est négatif. Si nous avons un circuit de valuation négative, ceci veut dire que nous ne pouvons pas fixer une valeur car le plus court chemin de ce circuit du sommet où nous avons impliqué dans un circuit négatif ainsi que tous les successeurs de ce sommet vont avoir
un plus court chemin qui va tendre vers moins l'infini, et ceci veut dire que si nous allons apporter une solution qui fait de sorte que nous allons à chaque fois mettre à jour le plus court chemin, la valeur du plus court chemin, ceci veut dire que nous allons avoir une infinité de mises à jour et donc un algorithme infini. Nous allons vous présenter actuellement un théorème qui va nous dire quand est-ce que nous avons dans un graphe, là où nous sommes en train de chercher le plus court chemin, quand est-ce qu'on pourrait rencontrer un circuit absorbant, un circuit négatif qui va faire de sorte que l'application de la version du Bellman-Ford que nous allons la présenter par la suite va faire de sorte que ceci va tourner vers l'infini. En effet, les valeurs finales des plus courts chemins sont obtenues en O plus n-1 itération principale avec n est le nombre de sommets, consistant à consulter les prédécesseurs de tous les sommets. Ceci veut dire, en l'absence de circuit absorbant, un plus court chemin de S à tout autre sommet est un chemin élémentaire, c'est-à-dire un chemin d'O plus n-1 arc. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir, si nous allons avoir plus que n, donc mise à jour pour un sommet, ceci veut dire, au niveau de l'évaluation de plus court chemin, ceci veut dire que nous avons certainement un circuit absorbant qui est un circuit négatif. Ceci nous amène à obtenir ce résultat qui est très important. Si au bout de n itération, les valeurs du PCC d'un sommet continuent à être modifiées, c'est que le graphe possède un circuit de valuation strictement négatif, ce qui explique que nous allons avoir des mises à jour en termes de la valuation de PCCC qui va être effectuée de manière infinie. Mais ce corollaire et ce théorème, il nous permet de trouver un moyen de mettre à jour même la version de Bellman-Ford qui est basée sur le principe suivant. On commence par initialiser le plus court chemin pour tous les sommets exactement comme avec l'algorithme de Dijkstra-Moore. Par la suite, au lieu d'utiliser le principe de marquage, nous allons mettre à jour à chaque fois le PCC de chaque sommet jusqu'à ce que aucune mise à jour ne modifie le PCC de I. Et si nous allons obtenir qu'aucune mise à jour n'est faite au PCC, ceci veut dire que notre algorithme Bellman-Ford converge. Si nous avons un circuit négatif, la version actuelle de Bellman-Ford va faire de sorte que cette boucle peut être effectuée sans converger, c'est-à-dire à l'infini. Et on pourrait avoir une boucle infinie qui fait de sorte que nous allons à chaque fois effectuer des mises à jour. À chaque fois, par exemple, dans l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure, nous allons à chaque fois faire le PCC de D -1, -1, -1, -1, -1 à l'infini. Nous avons la possibilité de mettre à jour cette idée, de l'améliorer en faisant de sorte qu'il est possible de sortir si nous avons un ensemble d'itérations qui dépasse le nombre de sommets. Si nous allons effectuer une mise à jour qui dépasse le nombre de sommets, ceci veut dire que nous avons un circuit négatif et dans ce cas, on pourrait affecter à la valeur de PCC de I la valeur de moins l'infini, ainsi qu'à tous les successeurs directs et indirects de ce sommet. Et dans ce cas, nous allons obtenir les nouvelles valeurs de PCC et on pourrait faire de sorte si le nombre d'itérations dépasse le nombre de sommets. Dans ce cas, on pourrait interrompre ce processus
et sortir. Donc dans ce cas, on pourrait faire de sorte que le nombre d'itérations soit une condition d'arrêt. Alors je prends l'exemple suivant et nous allons appliquer l'algorithme de Bellman-Ford ainsi qu'une version évoluée de cet algorithme. Ici, nous avons un graphe où nous avons des valuations positives et négatives. Donc notre graphe est à origine unique, donc nous pouvons appliquer l'algorithme de Bellman-Ford. L'idée, comme vous l'avez constaté, je pense que tout le monde est d'accord, il s'agit simplement d'appliquer l'algorithme de Dijkstra-Moore sans le marquage, de refaire l'application de cet algorithme jusqu'à ce que aucune mise à jour n'est possible au niveau des PCC. Donc là, en appliquant l'algorithme de Bellman-Ford, je peux trouver, à chaque fois je vais suivre le PCC et le prédécesseur qui va nous permettre d'avoir cette valuation. Donc pour le premier sommet, on va initialiser le PCC à 0 et le prédécesseur, il n'y a pas de prédécesseur. Pour les autres sommets, on va initialiser le PCC à plus l'infini et on ne va pas donner aucune indication pour le prédécesseur. Donc on va faire ça au niveau de l'initialisation pour tous les sommets. Donc là on a un PCC de l'infini, pas d'indication sur le prédécesseur, un PCC pour l'infini, pas d'indication pour le prédécesseur, un PCC pour l'infini, pas d'indication pour le prédécesseur, et aussi pour le sommet C, un PCC pour initialiser à l'infini, et pas d'indication pour le prédécesseur. On va prendre donc le premier sommet, on va voir tous les successeurs de ce sommet. Ici on a comme successeur B, le sommet aussi C, donc ce sont, et aussi le sommet D. Donc ces trois arcs nous permettent de mettre à jour le PCC de B à 3 avec A, le sommet A et le prédécesseur qui nous permet d'avoir cette valeur de 3. Pour C, donc nous avons un PCC de 1 avec A et le prédécesseur qui va nous permettre d'avoir cette valeur de 1. Et pour D, nous allons avoir la valeur de 5 avec le sommet A, celui qui va nous permettre d'avoir cette valeur de 5. Donc ici, on va prendre C et on va regarder tous les successeurs de C. La valeur de 1 plus 1, ça fait 2. Elle est inférieure à 3, donc la mise à jour va nous permettre d'avoir 2 avec C, le sommet qui nous permet d'avoir cette valeur de 2. Et l'autre successeur de C, donc ici, 15 plus 1, ça fait 16. On va avoir ici la valeur de 16, inférieure à l'infini, avec comme prédécesseur le sommet C. Un autre successeur de C qui est E. Donc 1 plus 6, ça fait 7 inférieur à l'infini. On va mettre à jour le PCC de E avec C, le prédécesseur qui va nous permettre d'avoir ce PCC. Donc continuons à effectuer cette opération pour les successeurs de B. Donc là nous avons un seul successeur qui est D. Et comme successeur de B, donc nous allons avoir 2 plus 2, ça fait 4 inférieur à 5. Donc nous allons mettre à jour le PCC de D à 4 avec B, le sommet qui va nous permettre d'avoir cette valeur de 4. Ici, les successeurs de D, nous avons deux
successeurs. Donc on va avoir 3, car nous avons E, C, il fait partie des successeurs de D, et F est un aussi successeur de D. Là, en fait, on va commencer par C. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, on ne va pas mettre à jour le PCC de C. Même si cette valeur est négative, elle ne fait pas la mise à jour. Mais on doit quand même la vérifier, car c'est une valeur négative. Si nous avons ici, par exemple, 4, on pourrait avoir 4 moins 4 égale à 0, qui est inférieur à 1. Il faut mettre à jour le PCC de C. Et dans ce cas, il faut mettre à jour tous les successeurs à C une autre fois. Alors, je continue par l'autre successeur de D qui est E. Donc, nous avons 4 moins 2, ça fait 2. Inférieur à 7, donc on fait la mise à jour de notre PCC de E à 2. Et on signale que D est le sommet qui nous permet d'avoir, le prédécesseur qui nous permet d'avoir cette valeur de 2, de plus court chemin de valuation 2. Là, nous avons 4 plus 5, ça fait 9. 9 inférieur à 16. Donc, on met à jour le PCC de F à 5 avec D, le sommet qui nous permet d'avoir ce PCC de 9. Alors là, 3 plus 2, ça fait 5. 3 plus 2, ça fait 5. D est un successeur de E. Et 3 plus 2, ça fait 5 supérieur à 4. Donc, je ne mets pas cette valeur à jour. Et l'autre successeur de E, il est F. Et nous avons 2 plus 2 égale à 4. Avec 2 plus 2 égale à 4. Avec E et le prédécesseur de F. Donc ceci nous a permis de trouver le plus court chemin entre A et F qui est de 4 dans ce circuit en appliquant la version de l'algorithme de Bellman-Ford. Donc nous avons effectué toutes les vérifications. Comme vous voyez, il n'y a pas de marquage. Et nous avons réussi à trouver le plus court chemin entre A et entre tous les autres sommets. Donc entre A et C par exemple, le plus court chemin de 1. Entre A et B, le plus court chemin est de 2, et entre A et F, le plus court chemin est de 4, et on pourrait avoir ce plus court chemin, le prédécesseur c'est E, le prédécesseur de E c'est D, le prédécesseur de D c'est B, et le prédécesseur de D c'est C, le prédécesseur de C c'est bien A, donc là nous avons notre plus court chemin en effectuant donc l'opération de appliquer l'algorithme de Bellman-Ford sur ce graphe. Alors, ceci nous a permis d'illustrer l'idée de notre algorithme de Bellman-Ford, de trouver le plus court chemin de A à F en effectuant l'application de l'algorithme de Bellman-Ford. Les mises à jour plus de mises à jour sont possibles, donc l'algorithme s'arrête. Le nombre de mises à jour n'a pas été supérieur au nombre de sommets. Donc, nous avons trouvé le plus court chemin entre A et F. Alors là, je vais reprendre ce travail en changeant un peu l'énoncé. Donc, dans ce cas, je vais faire de sorte que nous avons un circuit négatif. Et au niveau de notre circuit négatif, nous allons voir ce qu'il va se passer au niveau de ce circuit en appliquant l'algorithme. Alors, pour illustrer cette idée, supposons qu'ici nous avons à la place de 3, donc nous avons simplement 1. Donc ceci va nous permettre d'avoir un circuit négatif. Dans ce cas, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Je vous rappelle que nous avons trouvé ici un PCC de D qui est de 4. Et le PCC de D est obtenu à partir de
B lorsque nous avons appliqué, donc on ne change rien jusqu'à ici. Par la suite, en faisant moins 2, je vais avoir un PCC de E qui est de 2 et ceci est obtenu par D. En retournant ici, je vais faire 2 plus 1 égale à 3. Donc là, cette valeur de 4 va être mise à jour à 3. Et le prédécesseur, c'est E à la place de B. En faisant encore une fois un passage vers E, je vais avoir 3 moins 2, ça fait 1. Et le prédécesseur, c'est D. En revenant ici, donc 1 plus 1, ça fait 2. Le prédécesseur, c'est E. Donc ceci va nous permettre d'avoir 2. Et ça va faire de sorte que nous allons continuer à faire un passage, un va-et-vient entre D et E à l'infini, jusqu'à obtenir ici une valeur de moins l'infini. Aussi ici, nous allons obtenir une valeur de moins l'infini. Donc l'algorithme va boucler et il ne va pas s'en sortir car le va-et-vient entre D et E dépasse le nombre. Donc on va faire des mises à jour qui dépassent déjà le nombre de sommets et on ne va pas s'arrêter. On va avoir moins l'infini. Logiquement, le plus court chemin vers F, ce n'est autre que moins l'infini plus 2, donc ça va être moins l'infini. Le plus court chemin de D à C en faisant moins l'infini moins 1, ça va être aussi moins l'infini. Et donc, tous les successeurs immédiats ou même qui ne sont pas immédiats de notre sommet, ils vont avoir 1, car ici, moins l'infini plus 1, donc c'est aussi moins l'infini, avec le prédécesseur ici. Ici, c'est moins l'infini avec le prédécesseur et D. Et donc, si nous avons un circuit négatif, on devrait obligatoirement avoir pour le sommet D moins l'infini comme coût, pour E moins l'infini, pour F moins l'infini, pour C, puisque c'est un successeur de D, moins l'infini, et pour les successeurs de C, on va avoir aussi moins l'infini. Donc, lorsque nous avons un circuit négatif, ça va nous permettre d'avoir des valuations de moins l'infini pour tous les sommets. Ici, l'algorithme de Bell-Manford pourrait être mis à jour de façon à ce que la condition d'arrêt serait en relation avec le nombre des itérations effectuées. Si le nombre d'itérations dépasse le nombre de sommets moins ça, ceci va faire de sorte que nous avons la certitude que nous avons un circuit absorbant un circuit négatif. Et dans ce cas, il est possible de faire de sorte, lors de l'arrêt, il suffit de faire de sorte que le PCC, alors lorsque si notre cas est supérieur à nombre de sommets moins 1, dans ce cas, le PCC de I doit être mis à jour à moins l'infini, ainsi que tous les successeurs de ce sommet. Il faut aussi vérifier tous les successeurs de ce sommet, ainsi que les successeurs des successeurs doivent être mis à jour à moins l'infini. Et dans ce cas, vous allez obtenir une version de Bell-Manford. Nous allons l'appeler Nasir Bell-Manford. Nasir, c'est le nom d'un étudiant qui a eu cette idée. Donc, et c'est une version de cet algorithme qui nous permet de faire vérifier
s'il y a un circuit absorbant, aussi elle nous permet de donner le plus court chemin, même si nous avons des circuits absorbants. Pardon. Alors, il est possible d'appliquer l'algorithme de Bellman-Ford lorsque nous avons un graphe sans circuit. C'est une version, si vous voulez, accélérée de l'algorithme de Bellman-Ford adapté à des graphes sans circuit. Alors, les graphes représentent un excellent outil de modélisation. Dans pas mal de modèles, nous pouvons obtenir des graphes sans circuit. Nous posons dans ce cas la question: quel algorithme de plus court chemin nous pouvons utiliser? Et là, la particularité d'un graphe sans circuit, un graphe sans circuit peut être décomposé en plusieurs rangs ou niveaux. Donc là, c'est l'utilité de l'algorithme rang qu'on a présenté au premier chapitre. On pourrait faire appel à cet algorithme pour accélérer l'algorithme de Bellman-Ford. La longueur du chemin de la racine à tous les autres sommets est obtenue en considérant les sommets dans l'ordre des rangs croissants et en calculant à chaque fois le plus court chemin, en effectuant les mises à jour nécessaires. Nous appliquons une version simplifiée dans ce cas de l'algorithme de Bellman-Ford qui consiste à faire un tri des sommets par rang croissant, par la suite effectuer l'initialisation, celle de Dijkstra-Moore, sans initialiser le marquage. Par la suite, pour chaque sommet, il est possible de faire pour chaque successeur de ce sommet effectuer une mise à jour. Comme il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de problème, on aura la certitude que les mises à jour vont nous permettre de trouver le plus court chemin du sommet d'origine à tous les autres sommets. Alors, je vous invite à appliquer l'algorithme qu'on a présenté actuellement sur ce graphe sans circuit et vérifier s'il va vous permettre de trouver le plus court chemin entre A et F. Je vous remercie pour votre attention. Donc voici la solution algorithmique de l'algorithme de plus court chemin sans circuit. C'est une version pour l'algorithme de Bellman-Ford accéléré pour les graphes sans circuit. Je vous remercie pour votre attention, mais avant juste de clôturer cette présentation, je vous rappelle que dans les deux présentations, nous avons discuté les solutions algorithmiques, celle de Dijkstra, celle de Bellman-Ford, celle de Bellman-Ford accélérée. Ce sont des solutions algorithmiques aux problèmes de plus court chemin selon les propriétés de notre graphe. Notre graphe est toujours un graphe à origine unique. L'évaluation peuvent être positives comme elles peuvent être positives et négatives dans quelconque. Et on a aussi pris le cas où nous avons un graphe sans circuit. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions directement par email sur mer.halawi@gmail.com ou me contacter sur les forums de votre plateforme uvt.tn ou sur la plateforme Google Classroom. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions et donc en fait la prochaine vidéo, nous allons discuter, nous allons commencer à travailler sur les flows dans les réseaux et ça va être l'objectif de la prochaine séance, le chapitre 3, les flows dans les réseaux. Merci et à bientôt.